Est-ce que tu te souviens de ton premier rapport avec la kinésiologie? Comment est-ce que tu es rentré en contact avec la kinésiologie? Oui, je m'en souviens. Je faisais des bronchites à répétition. Et en fait, c'est une copine qui m'a dit: «Mais va voir ma kinésio». Bref, j'y suis allée et là, je suis restée au moins 3 ans, 3-4 ans avec elle. Et alors je faisais plus de bronchites à répétition et après je me suis dit: «Ben, c'est ça que je veux faire quand je serai grande». J'avais passé 30 ans, mais voilà, ouais, j'ai décidé à ce moment-là. Et comment tu t'y es pris alors? Tu t'es formé? Comment ça s'est passé? Alors j'ai choisi une école, il y avait une école à Paris, il y avait une école à Saint-Cyrgue à l'époque, donc j'ai pris celle de Saint-Cyrgue, et puis je me suis formée, ça a mis 3 ans. Voilà, ça a mis 3 ans parce que je sais que maintenant, ils font des formations accélérées, mais moi j'ai mis 3 ans pour pouvoir intégrer les choses, à mon niveau. Et c'était quoi les grandes... ça a été une découverte pour toi du coup? Ça a été une révélation? Comment Ça ça a s'est passé? ça a été vraiment une révélation. Ouais, d'écouter le corps en fonction de ce qu'on avait, comme maladie, pour moi c'était vraiment une révélation. Mm. Ouais. Et alors après, tu t'es mis à pratiquer, c'est ça? Le passage à l'action est passé assez vite? Assez rapidement. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai fini mon cursus, voilà, mon cursus, j'ai très rapidement, mis des flyers, enfin je me suis fait connaître Mhm. et très rapidement j'ai eu des personnes qui sont venues me voir et très rapidement j'ai eu des résultats. Mm. C'était quoi? Est-ce que tu te souviens de ton premier patient? Oui, je me souviens de ma première patiente. Ouais. Oui, Tu peux me raconter? c'était dans mon salon, j'avais conçu un cabinet. Et en fait, elle venait me voir parce qu'elle avait des soucis avec sa fille, de relation avec sa fille. Et on a cheminé comme ça ensemble, toutes les deux. Ouais. Mm. Et donc tu dis, au début c'était dans mon salon, parce qu'après il y a eu une deuxième étape, tu as créé un cabinet à part, c'est ça? Alors, j'ai eu plusieurs étapes. J'ai eu 1, 2, 3, 4, 5 cabinets en tout. Ouais, ouais, je me suis déplacée. Et ouais, ça a été à chaque fois pour avoir quelque chose de plus professionnel. Ouais. Mm. Et c'est quoi les consultations les plus marquantes ça fait d'abord combien tu as d'expérience? Ça fait combien de temps que tu fais ce métier-là? Ça fait 25 ans que je fais ce métier-là et j'ai plus de 3000 patients, que ce soit en groupe ou en individuel. Mm. Mm. Et dans les 3000, du coup, ce serait quoi si tu devais en retenir quelques-uns comme ça? Est-ce que tu peux me citer deux, trois exemples qui t'ont marqué, et si elles t'ont marqué, pourquoi? Alors, pas uniquement avec la kinésio, mais parce que j'ai pris avec, en même temps, j'ai pris de la biorésonance, après j'ai pris de la naturopathie, enfin j'ai continué mes formations et aujourd'hui je suis naturopathe aussi et je fais de la biorésonance. Donc les exemples, par exemple, je vais prendre une personne à qui j'ai permis de mieux cicatriser. C'est une personne qui avait été opérée de la vessie, qui avait des problèmes parce que ben, il faisait du sang hein, régulièrement. Et la chirurgienne lui avait dit qu'il en aurait pour 3-4 mois environ. Et puis en fait, j'ai réussi à, on va dire, enfin pas ralentir, non, comment on peut dire, Arrêter ou arrêter? arrêter le saignement euh, au bout de 3 semaines, un mois. Ouais. Avec des séances régulières, c'est Avec ça? des séances régulières, ouais. Avec des séances à peu près 2 fois par semaine. Ouais. Euh, donc après, là, si je reviens un peu sur les différentes étapes dans ta vie, il y a eu récemment un AVC, c'est ça, il y a un an Oui, et demi? oui. C'est une étape ça a changé aussi, alors évidemment, j'imagine au plan personnel, mais sur le plan professionnel, est-ce que ça a changé ta manière de fonctionner, de travailler? Bah, en fait, ça a changé aussi bien au plan personnel que professionnel parce que mon AVC m'a privée de parole. Alors, il a fallu que je réapprenne, etc. Et en fait, j'ai constaté qu'il y avait quelque chose à voir là-dedans, à aller voir, à chercher, à comprendre. Et j'ai constaté que les blessures que je ressentais à ce moment-là me ramenaient à quand j'avais 18 mois,
à toutes ces blessures qui ont démarré à ce moment-là. Donc j'ai fait un gros travail depuis un mois et demi, enfin depuis 1 an et demi, voire bientôt 2 ans là. Mais ouais, j'ai capté que j'avais eu des blessures d'abandon, de rejet, d'injustice, etc. Mais c'était pas voulu quand j'étais petite, et c'était pas voulu non plus il y a 2 ans. Mais ça m'a permis de reconnecter à moi-même, reconnecter ces blessures et les comprendre surtout. Et donc c'est ça, là, c'était encore, c'est ça, c'est le corps qui te donne de l'information. C'était encore le corps. Et là, du coup, c'est marrant parce que ça veut dire que c'était une surprise encore, alors que tu avais 25 ans d'expérience. Ouais, exactement. Ben, parce qu'en fait, sur nous, enfin, c'est toujours plus facile de voir chez les autres, de voir l'épine qu'il y a dans l'œil du voisin. Et nous, on ne voit pas la poutre qu'il y a dans nos yeux. C'est logique. Ouais. Et donc cette étape-là, qu'est-ce que ça a changé dans ta pratique? Est-ce que ça a changé des choses dans ta pratique ou dans ton regard justement sur tes patients? Oui, oui, je crois que ça a changé la façon dont j'amène les choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je m'adresse vraiment à mes clients en m'adressant à leur structure, en allant tout de suite voir les blessures qui sont en question dans leurs problèmes. Et je pense à une dame de 85 ans là, que je vois pour cicatriser sa jambe. Ça fait 1 an qu'elle a une plaie. Et en fait, en parlant avec elle, je lui ai demandé de quoi elle cicatrisait pas. Et là, elle m'a déballé toute sa vie. Enfin, voilà. Donc je vais plus en profondeur, plus directement. Ça te permet d'aller plus vite. Ouais, ouais. Et du coup, alors toi, est-ce que si on creuse un petit peu sur ce côté, la privation de la parole, ça t'a fait une prise de conscience, c'est ça, à un niveau plus général dans ta vie, c'est ça? Oui. J'ai compris que je me privais d'exprimer les choses dans différents domaines, hein, et j'ai rectifié le tir. Voilà, je commence à exprimer les choses, je fais du théâtre d'impro, j'exprime les choses en conférence, en interview, enfin bref, je multiplie, on va dire, les fois où je prends la parole. Alors c'est marrant parce que ça me fait penser à mon homéopathe qui me disait, en fait, on lit en toi comme dans un livre ouvert. À chaque fois que tu as quelque chose qui ne va pas, ça se traduit dans ton corps de façon assez violente, mais bon, voilà, c'est comme ça. De toute façon, on a un truc super bien, nous les humains, c'est que quand on ne comprend pas quelque chose, on a la souffrance. Donc voilà. Donc tu vois ça, la souffrance, comme une alarme, comme un signe? Ah oui, comme un signe complètement, oui, comme un système d'alarme. Ouais, ouais. Comme un système d'alarme pour nous dire qu'il y a quelque chose dans l'inconscient, dans l'enfance, enfin peu importe, mais qu'il y a quelque chose là-dessous qui vient nous embêter. Et même un accident, hein. Je pense que même un accident est là pour nous dire quelque chose de nous. Donc toi, oui, c'est cette vision que tout ce qui t'arrive, en fait, ça a un sens quelque part. Oui, oui, tout. Tout. Je prends l'exemple d'une fois où je coupais des légumes. Mon compagnon m'a demandé quelque chose pour assister à quelque chose. J'avais pas très envie, mais en même temps, je culpabilisais de lui dire non. Enfin bon. Et je me suis coupée. Et je me suis dit, bah voilà. Alors je lui ai expliqué. Je dis, bah je me suis coupée parce que je me sens coupable de ne pas venir avec toi. Enfin bon, bref, on a discuté. Mais c'était ça. Et alors bien sûr, j'analyse pas tout ce qui m'arrive parce que voilà, il nous en arrive tous les jours, tout le temps, mais ça donne quand même de bonnes indications. Et par rapport au fait que toi, tu n'aies pas osé prendre la parole, est-ce que tu as compris quel était le sens derrière ça, ou tu as compris qu'est-ce qui t'a amené à ces différents blocages jusqu'à ce que ça se bloque dans le corps? Bah, ce qui m'a amené aux différents blocages, c'est surtout, enfin c'est moi en fait, c'est
ma conception des choses avec mon cerveau et puis mes émotions de petite fille qui ont conclu, parce que j'étais à l'hôpital, qu'on m'abandonnait, qu'on me rejetait, que c'était injuste, etc. Or, mes parents ont fait ça par bienveillance, il fallait bien s'occuper de mon cas. Mais la petite fille que j'étais a tout interprété de cette façon-là. Et puis après, il y a eu en fait toutes des répliques. Toute ma vie, il y a eu des répliques pour que je comprenne ça. Sauf que je ne l'ai pas compris tout de suite, malheureusement. Ça m'aurait évité beaucoup de souffrance. Est-ce que tu peux me raconter un peu cette histoire? Donc, tu as eu une hospitalisation, c'est ça, quand tu étais, Ouais, étais jeune? quand j'avais 18 mois, en fait, j'ai une malformation du 4e arc branchial. Bon, en fait, on a 4 arcs de quand on était poisson. Et ces arcs se referment, se résorbent pendant la grossesse, à peu près à la 6e ou 7e semaine. Donc, eh bien, c'est le 4e arc chez moi ne s'est pas refermé. Donc ça laisse une lumière, comme on appelle ça, susceptible de pouvoir accueillir des bactéries. Et donc du coup, ça me fait un abcès. Donc la première fois à 18 mois. Donc j'ai arrêté de manger, à 18 mois un enfant ne s'exprime pas, donc j'ai arrêté de manger. Mes parents affolés, forcément, m'ont amenée à l'hôpital, et puis on leur a dit surtout de ne pas venir me voir parce que je pouvais avoir l'ennui. Donc j'avais un grand frère et une grande sœur à cette époque-là, et en fait, voilà, j'imagine que dans la tête de cette petite fille, il s'est passé tellement d'horreur, quoi. Enfin, tellement d'incompréhension, tellement de sidération, que en fait, la parole, elle s'est arrêtée à ce moment-là. Et puis en plus, il fallait que je fasse très attention à continuer à plaire, parce qu'un enfant plaît. C'est pour ça qu'il sourit, c'est pour ça qu'il est charmant, c'est pour ça que... Et là, j'avais intérêt de plaire pour qu'on m'aime, pour qu'on continue à m'accepter dans la famille, Enfin, voilà ce qui s'est passé dans ma tête. Et même encore plus loin, le 4e arc branchial qui ne s'est pas refermé, enfin qui ne s'est pas résorbé pendant la grossesse, ne s'est pas refermé au moment où ma mère a failli avorter de moi. Donc vous voyez, il y a de quoi vraiment tirer un fil de tout ce qui s'est passé petite, quoi, et que les blessures se sont installées à ce moment-là, se sont cristallisées même, j'ai envie de dire, à ce moment-là. Et puis après, il y a eu des répliques. Il y a eu des répliques de l'abcès dans la gorge, et puis il y a eu des répliques tout le long de ma vie, quoi. Et ça, c'est des choses que tu constates aussi chez tes patients, et quand ils arrivent, c'est suite à une série, Ouais. ça? Alors des fois, la série n'est pas aussi grande que la mienne, mais effectivement, oui, il y a toujours un nœud quelque part, un truc. Quand je leur demande, quand je leur pose la question, eh bien, il y a toujours un truc qui n'est pas résolu et qui est là, qui est dans la tête, qui est tout le temps là, qui est là au quotidien, tout le temps. Et tu me parlais en préparation d'une rupture un peu fracassante, c'est ça que tu as vécu récemment? Oui. C'est pareil, c'était une réplique, c'est dans une série, c'est ça? Ouais, c'était une réplique. Ah oui, complètement. Complètement. D'ailleurs, j'ai eu 2 fois de suite mon abcès dans la gorge, après cette rupture. Dans la même semaine, j'ai eu l'abcès dans la gorge et l'AVC. Donc après, il faut longtemps pour se reconstituer, pour se rattraper, j'ai envie de dire. Mais oui, ça m'a fait reconnecter avec cette blessure d'abandon, de rejet, parce qu'en fait, ma rupture, en fait, on dormait encore dans les bras l'un de l'autre la veille au soir. Et le lendemain, c'était fini. Et en fait, moi, mon corps a décompensé et a fait un AVC, a fait cet abcès dans la gorge, enfin, etc. Donc, la personne en question était là pour moi, enfin, etc. Mais ouais, il a fallu que je comprenne ces blessures
à travers une immense souffrance comme celle que j'avais vécue à 18 mois, pour pouvoir la reconnecter, mais la comprendre surtout. Donc voilà. Toi, ces liens-là, tu les fais de manière immédiate ou ça te prend, il y a un temps de digestion pour comprendre et pour se dire oui, tiens, je suis dans un cycle, je suis dans une répétition, je suis dans. Il y a un temps pour comprendre. Parce que déjà, il y a un temps pour s'occuper de l'émotion, pour s'occuper de la souffrance, pour s'occuper, enfin, voilà, il faut se reconstituer, se rassembler, se retrouver. Et puis après, j'analyse, je vais aussi voir des thérapeutes, hein, bien sûr, parce qu'en fait, moi j'ai beau être thérapeute, je vais pas me faire à moi-même une thérapie, quoi. Alors bien sûr, j'ai une ouverture, mais je vais voir d'autres thérapeutes. Ouais. Et cette gestion des émotions, en fait, c'est un moment, tu me disais que tu montrais pas tes émotions pendant longtemps. Ouais. C'était ça, Ouais. c'est toujours un silence. Ouais, ouais. Et comment est-ce que tu fais comment est-ce que tu as fait pour passer une étape justement? Alors j'ai envie de dire que c'est pas de ma faute. C'est que depuis 1 an et demi, en fait, dès que je parle de ma vulnérabilité, j'ai les larmes qui tombent, j'ai les larmes qui coulent, j'y peux rien. Aujourd'hui, j'ai plus le choix que d'exprimer ce que je ressens. Donc je l'exprime, alors je l'exprime par des mots, bien sûr, en théâtre d'impro, en interview, enfin, mais à chaque fois que je l'exprime, même à une copine, même, ça vient tout seul, quoi. Ma vulnérabilité aujourd'hui fait partie de ma vie. Ouais, Et ça fait du bien? ouais, ça fait du bien. Ouais. Alors c'est un petit peu surprenant, c'est un petit peu, voilà, c'est ça, c'est parce qu'il y a des moments où on voudrait pas qu'elle ressorte, quoi. Mais en fait, elle ressort, elle est comme ça, c'est comme ça. Ça fait partie de moi maintenant. Parce que c'était une phase où as eu une phase de vie où tu as masqué tout ça. C'était conscient ou inconscient? C'est ça que j'ai du mal à comprendre. Est-ce que l'état dans lequel on est, comment on fait pour en prendre conscience à un moment? Alors, il y a eu un moment où c'était pas conscient, où il fallait que je sois forte, il fallait que j'enchaîne, que je fasse pour ne pas déplaire, pour plaire, pour ceci, pour cela, enfin bon, bref. Et puis, il y a un moment où quand on travaille sur soi depuis longtemps, eh ben, on arrive à connecter avec ça, à contacter ce truc-là. Ouais. Est-ce que tu as l'impression d'avoir vécu plusieurs années, des années de silence un peu, c'est ça? Oui. Ou pas? Oui. D'ailleurs, quand j'ai eu mon AVC, j'ai été donc privée de parole et du coup, j'ai beaucoup réfléchi. Et je me suis dit, mais purée, mais t'avais la parole avant, tu disais pas l'essentiel, et maintenant tu l'as plus. Et qu'est-ce que tu vas faire de tout ça, quoi? Enfin, il y a eu comme une pression intérieure qui a fait que qu'il a fallu que je parle, quoi. Qu'il a fallu que j'exprime les choses. En fait, tout ce qui ne s'était pas exprimé, s'était imprimé. Et là, je sors au grand jour ce qu'il faut que je sorte. Enfin, et peut-être que je suis encore pas au paroxysme de ce que j'ai à sortir, j'en sais rien. Je reste curieuse. La méthode Serenity, c'est quoi un peu l'idée de cette méthode? Comment est-ce que ça t'est venu? À quel moment tu as lancé ça et c'est quoi l'idée? Alors l'idée, c'est d'intégrer la médecine douce, c'est d'intégrer l'émotionnel aux maladies. Alors bien sûr, il y a beaucoup de bouquins hein, qui parlent de ça, d'intégrer l'émotionnel aux maladies. Mais en fait, moi, je vais chercher personnellement chaque émotion pour chaque maladie. Voilà. J'ai pas un bouquin dans lequel est noté. Je vais rechercher. En fait, c'est un travail d'investigation avec les personnes qui viennent me voir. Donc j'y mêle la kinésiologie, la biorésonance, la naturopathie, pour vraiment faire un Package un peu? ouais, un package, une méthode globale.
Donc en fait, c'est tes meilleurs outils, c'est ça? C'est ceux que tu as pu expérimenter au cours de ton expérience? Oui, parce que la kinésiologie, donc ça a été ma première expérience. Donc j'ai trouvé que c'était plus facile de faire de l'émotionnel avec la kinésiologie, bien qu'on puisse faire aussi du physique, hein. Mais voilà, je la pratique plutôt avec l'émotionnel. Après, la biorésonance, je la pratique plutôt pour aller voir quelle maladie se cache, et puis la photobiomodulation aussi. Donc je vais soulager, voire éradiquer des douleurs. Et la naturopathie, c'est pour rééquilibrer un petit peu le terrain de chacun, pour des gens qui sont vraiment déséquilibrés à ce niveau-là, quoi. La biorésonance, tu peux m'expliquer un peu comment ça fonctionne, le principe? Alors la biorésonance, on a un casque sur les oreilles relié à un ordinateur. Sur l'ordinateur passe un certain nombre de planches anatomiques. Ces planches anatomiques comportent des pictogrammes, il y a aussi des courbes. Après, j'ai une trentaine de bases de données avec des parasites, des virus, des maladies, enfin, trentaine, c'est énorme. Et en fonction de ça, je vais analyser pour voir quelle maladie est en préparation. Par exemple, autrefois, j'ai vu, je me rappelle de ça, c'était la semaine dernière, j'ai vu une petite de 12 ans qui avait perdu 5 kilos. Ah, elle était déjà comme ça. Donc sa maman n'a pas traîné pour me l'amener. Et en fait, on a vu qu'elle avait deux parasites, enfin, elle avait des oxyures et puis deux bactéries supplémentaires. Donc là, je donne des compléments alimentaires et puis voilà. C'est des choses qui ne sont pas détectées par la médecine traditionnelle, c'est ça? Non, mais il faudrait faire des prises de sang, puis savoir ce qu'on cherche, parce que dans une prise de sang, on va chercher quelque chose de précis. Si on cherche rien de précis, c'est un petit peu compliqué de savoir ce qu'il y a, quoi. Mm. Donc c'est des outils. Donc toi, tous ces outils, en fait, tu vas choisir en fonction de l'analyse que tu fais au début, c'est ça? Comment est-ce que quand les gens viennent à toi, ils savent déjà quelle est la problématique ou pas forcément? Alors, pas forcément. Il y en a qui savent et qui viennent pour une raison particulière, bien précise, et là je vais chercher en fonction, voilà. Et puis il y a d'autres personnes qui veulent faire un bilan, qui veulent rééquilibrer leurs organes, leurs tissus, et voilà, donc ça dépend un petit peu de chacun. Et quand tu te retrouves face à des douleurs qui peuvent être physiques et émotionnelles, comment est-ce que tu priorises? Comment est-ce que tu fais pour aller d'abord traiter telle chose? Est-ce qu'il y a un protocole Alors, je priorise d'abord la douleur. Il faut atténuer la douleur, il faut soulager les gens, il faut plus qu'ils aient mal, parce que c'est trop important, quoi. Et après, je vais fouiller un petit peu pour savoir ce qu'il y a derrière. Alors il y a des gens qui veulent s'occuper uniquement de la douleur, là ok, je laisse. Mais pour les gens qui sont un petit peu plus curieux de ce qui se passe derrière, eh ben on y va ensemble. Tu parles aussi, il me semble, où tu utilises le physioscan. Oui. C'est ça? Qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? C'est la biorésonance. C'est le casque, on l'a sur les oreilles. Ça scanne par fréquence l'intégralité des tissus et des organes du corps. Moi, j'ai le Moniteur? Oui, l'ordinateur avec les planches anatomiques. Par exemple, j'ai le foie, j'ai les poumons, j'ai les bronches, j'ai la rate, etc. Et avec des pictogrammes qui m'indiquent quelle est l'énergie, quelle est la puissance, quel est le fonctionnement, etc. Et puis des courbes qui me parlent aussi d'autres choses, qui me parlent de comment les organes fonctionnent ensemble. Enfin, c'est ardu quand même. Voilà, ça me demande beaucoup de formation. Je suis en formation continue, etc. Ouais. Ouais, c'est ça, t'as appris, ça a été un processus un peu long de formation à cette technique-là? Oui, quand même assez long. Et puis en fait, je suis en formation tout le temps. Je réitère les formations parce qu'il y a des choses qui passent à un moment, je ne sais pas pourquoi, qui ne vont pas passer à un autre moment, que je ne vais pas entendre, Enfin voilà, et je me forme tout le temps. Je pense que c'est important quand on reçoit les gens
De tout le temps être actif, quoi, être, même émotionnellement, hein, je reçois les gens très bien, mais moi je me fais recevoir aussi, voilà, pour ne pas transmettre mes colères, enfin, mes injustices, mes trucs, enfin, pour rester neutre, le plus neutre possible. Mm. Euh, pour moi qui n'y connais pas du tout, est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est que les fleurs de Bach? Alors les fleurs de Bach, alors Bach c'était un médecin au début 1900 qui s'est rendu compte que sa plante dans son salon avait le même comportement qu'une cliente qu'il voyait régulièrement dans sa salle d'attente. Et il s'est dit tiens, ça l'a interpellé et c'est de là que tout est parti. Donc il a fait des décoctions, donc c'était l'impatience, la première fleur de Bach qui existe, c'était l'impatience. Et donc il lui a donné, avec des décoctions, je ne sais pas trop ce qu'il a fait, il lui en a donné à cette cliente et il s'est rendu compte que ça l'apaisait, que ça lui... Voilà, ça l'apaisait. Et de là, il a beaucoup travaillé. Il est mort à 50 ans, il s'est épuisé. Hein. Mais il nous a laissé un cadeau, mais tellement considérable. J'en ai les poils droits debout, mais vraiment considérable. Enfin, c'est extraordinaire, les fleurs de Bach. Ouais. C'est un outil que tu utilises fréquemment? Oui, que j'ai même utilisé aujourd'hui. Est-ce que tu fais des accompagnements, c'est uniquement en individuel ou est-ce qu'il y a aussi des séances de groupe? Comment est-ce que tu fonctionnes avec Serenity? Alors, la méthode Serenity, c'est plutôt individuel et en groupe, ça va être des bonus. Ça va être, je vais peut-être faire une séance de yoga, parce que je suis prof de yoga à côté. Enfin voilà, je vais amener des bonus, mais en fait c'est en individuel parce que je dois impérativement personnaliser et je ne peux pas donner quelque chose qui aille à tout le monde. C'est pas possible. Enfin, c'est peut-être possible, mais moi je ne fonctionne pas comme ça. Je personnalise et j'individualise. Le yoga, c'est une pratique que tu utilises, enfin à quel niveau? C'est de la routine justement, c'est de l'entretien, tu en conseilles aussi Ouais, j'en conseille. J'en conseille alors beaucoup pour la respiration. Mais voilà, pour l'instant, enfin, je vais avoir des cours d'ici peu, mais voilà, disons que c'est même pas des cours de yoga, je reçois les gens, je fais du yoga, mais après je fais une petite tisane, je tire des cartes, enfin voilà, c'est un moment en fait où les gens peuvent s'exprimer, voilà, quelque chose qui me ressemble. Tu leur donnes la parole, c'est ça? Oui, oui, toujours énormément. Tu mets en place aussi des systèmes de questionnaires, c'est ça? Que Oui. les gens remplissent régulièrement? Oui, alors ça c'est des questionnaires, les questionnaires de santé qui vont pouvoir justement questionner les gens sur sur ce qu'ils feraient s'ils avaient plus mal, ce qu'ils feraient si, enfin, etc. C'est un questionnaire assez long. Mais je fais aussi un questionnaire pour les neurotransmetteurs, parce que les neurotransmetteurs, c'est hyper important. Donc il y a GABA, sérotonine, je ne sais plus les deux autres, enfin bon bref, et qui vont être très importants dans le fonctionnement des gens, dans leur bien-être global, mais sans vraiment savoir pourquoi. Tu vois, c'est un petit peu, ouais, les neurotransmetteurs, ils sont là, ils sont importants. Si on n'en a pas assez ou bien si on en a trop, ça va être très important et ça va agir mentalement, émotionnellement, physiquement, etc. Donc là, donc c'est le docteur Braverman qui a mis ça en place et on a l'autorisation de l'utiliser et ça me donne des atouts aussi très importants pour pouvoir conseiller les gens en phytothérapie. Et la naturopathie, c'est ça, c'est en complément ou c'est un peu la même chose? Ouais, c'est la naturopathie, c'est ça. Ouais. Okay. Bah, je vais donner des conseils en alimentation,
Je vais donner des conseils en complément alimentaire. Je vais donner des conseils en neurotransmetteurs. Ouais. L'alimentation, ça c'est un pilier aussi central, j'imagine. Ouais, Comment... l'alimentation, c'est hyper important. Hyper important. Il y a tellement de gens qui ne savent pas qu'ils se font du mal avec l'alimentation que ouais, c'est une des bases. Et puis à partir de cette base, alors après, il faut être prêt à changer, hein, il faut être prêt à, voilà, à arrêter certaines choses. Enfin, mais c'est une base. Et après, je donne des compléments alimentaires. Et après, je donne des conseils émotionnels, etc. Enfin, voilà. Des conseils émotionnels, c'est-à-dire? C'est des conseils pour gérer ses émotions? Ouais, Est-ce que ça se gère une émotion ou est-ce que ça s'accepte? ça s'accepte. Exactement, ça se gère pas. Ça s'accepte. Euh, ouais, parce que c'est marrant ce que tu dis, parce que quand j'ai commencé la kinésio, je parlais de gestion des émotions. Et aujourd'hui, je parle d'accepter les émotions, effectivement. Ouais, ouais, je me rappelle plus ta question. Non, je ne sais plus non plus. Ouais, bon. Est-ce que dans tes accompagnements, c'est forcément en présentiel ou est-ce qu'il y a certains éléments qui peuvent se faire à distance? Il y a certains éléments qu'on peut faire à distance. La biorésonance notamment, donc le fameux appareil avec le casque et tout. En fait, on ne sait pas comment ça marche, mais ça marche à distance. Un petit peu comme les guérisseurs, comme tous ces gens qui coupent le feu, les barreurs, etc. Voilà, ça marche à distance. On ne sait pas pourquoi, mais ça marche. J'ai moi-même fait l'expérience avec ma fille qui est à distance parce qu'elle est à Paris. Et je ne lui ai rien dit. J'y ai fait un physioscan à distance. Et après, quand elle est venue, peu de temps après, je lui ai refait en présence. Et en fait, j'avais les mêmes planches anatomiques, la même configuration. Donc ça y est, je sais. Alors je le savais déjà avec mes formations, mais là, je l'ai expérimenté. Est-ce que tu as des surprises du coup, toi aussi, dans les résultats que tu peux produire? Ça t'arrive d'avoir des surprises, d'être dépassé par ce qui arrive peut-être parfois, ou est-ce que tu es en totale maîtrise? Non, je peux être surprise. Je peux être surprise, notamment l'autre jour, la petite fille de 12 ans, euh, je lui fais un physioscan et je me dis, mais c'est pas possible d'avoir autant d'inflammation, d'avoir autant d'acidité, d'avoir autant de... Je me disais, mais 12 ans, normalement, ça devrait être tout beau, tout... Et en fait, quand j'ai vu qu'elle avait des virus et des parasites, enfin des virus, c'était pas des virus, c'était des vers et des parasites, et ben voilà, j'ai compris. Donc ça va vite partir. Voilà. Et ce que je voulais dire, c'est est-ce que tu as des surprises sur les résultats parfois? Ou est-ce que ça, au contraire, tu sais précisément ce que telle action va produire? Je comprends pas la question, je crois. Est-ce que tu as des surprises sur les résultats que tu produis chez les personnes que tu accompagnes? Ah oui, oui, oui. Oui, oui. Il se peut que j'ai beaucoup de bons résultats, en fait. Oui, parce qu'il y a des gens qui, je ne sais pas pourquoi, ils n'ont pas la barrière émotionnelle, comme les enfants, pareil, ils n'ont pas cette barrière émotionnelle. Et en fait, le moindre truc qu'on fait en biorésonance, paf, ça marche tout de suite et on a tout de suite des résultats. Ouais, c'est vrai que ça, c'est surprenant. Et c'est parfois plus simple que ce qu'on peut s'imaginer, c'est ça? Oui, c'est parfois plus simple et puis parfois plus compliqué. Ça dépend des gens. Quel regard tu portes du coup sur peut-être la psychanalyse ou tu vois, des processus de guérison où on passe beaucoup par le mental? Je sais pas, quel est ton regard là-dessus? Je pense que c'est complémentaire. Je pense que certaines personnes ont tout intérêt à faire des psychanalyses, des psychothérapies, etc. Et d'autres personnes n'y ont pas intérêt. Ça dépend de chacun, ça dépend des croyances de chacun, ça dépend... voilà. Mais par exemple, moi, je propose aussi de l'accompagnement psychologique. Voilà. Donc, je ne suis pas psychologue, mais je propose cet accompagnement-là. Alors après, quand ça dépasse mes compétences, j'envoie vers une autre personne que je connais ou voilà. Mais je fais cet accompagnement psychologique aussi. Et qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier? Les gens. Les gens et leur histoire. Ouais, parce que
je trouve que c'est tellement facile de se rendre compte que tel événement a eu un impact 50 ans après, 60 ans après. C'est tellement parlant. J'adore ça. J'adore l'histoire des gens. Enfin, vraiment, ça, vraiment, ça me fait kiffer à fond. Ouais. Ça te nourrit, c'est ça Ouais, les ça me parcours? nourrit, ça me transporte. J'ai plus d'énergie. Enfin, vraiment, ouais, ça nourrit quelque chose en moi de vraiment profond. J'ai tout simplement plus d'énergie. J'ai carrément la patate après 4 séances. Ouais, j'adore ça. Ouais, je suis au bon endroit. Euh, Quelle est la place du coup de la créativité dans ton univers? Dans ce que je propose, eh ben en fait, tu sais, j'ai en quelque sorte une boîte à outils avec un tas d'outils. Et en fait, ma créativité, elle est tout le temps là. Je pioche un outil, je pioche un autre. Ça va être l'hypnose, ça va être l'accompagnement psychologique, ça va être l'écoute attentive, enfin, ça va être mes appareils, le Milta, ça va être l'équilios, ça va être le physioscan. Enfin, c'est un petit peu comme un plombier qui viendrait chez toi et il aurait une pince pour ceci, un tournevis pour cela, enfin, et moi j'ai ma boîte à outils et je pioche en fonction des personnes. Et en fait, les combinaisons sont à l'infini. Donc en fait, la créativité, elle est tout le temps là. Comment est-ce que tu définirais la sérénité? C'est quoi pour toi la sérénité, puisque c'est le nom de l'accompagnement que tu as donné? La sérénité, pour moi, c'est c'est pas quelque chose de linéaire. C'est pas quelque chose de plat, quoi. Ça va être plutôt, euh, je vais plutôt parler de résilience. Dans la sérénité, il y a de la résilience. Il y a accepter qu'il y a des moments difficiles dans la vie, accepter qu'il y a des moments faciles, ça c'est plus facile à accepter, bien entendu. C'est accepter en fait toutes les, toutes les variantes de la vie en sachant que rien n'est définitif, que tout va s'arrêter un jour. Tout, le bien, le mal, enfin, tout on va dire l'agréable, le désagréable. Et tout va s'arrêter un jour. Donc en fait, être conscient de ça, je pense que c'est ça la sérénité. C'est accepter les choses sans que ça nous bouleverse autant que si on croyait que ça allait être définitif. Magnifique. Tu dis que tu es foncièrement féministe, comment est-ce que ça se manifeste? Oui, je suis foncièrement féministe. Bah, d'abord, j'ai 2 filles. D'abord, je suis une femme. J'ai 2 filles. Et je les ai élevées en leur disant qu'il y avait encore beaucoup de boulot. Et au début, elle me disait, ouais, bon, je me dis, t'es bien gentille avec tes trucs, mais... Et aujourd'hui, ce sont deux féministes. Ben, j'ai fait attention dans ma façon d'exister, dans ma façon d'être moi-même avec des hommes, enfin, de faire attention à pas rire à des blagues sexistes, de faire attention, enfin, voilà, parce que en fait, je viens aussi d'une génération, enfin, je suis d'une génération qui acceptait un petit peu tout ça, qui se rendait pas compte forcément. Et aujourd'hui, je fais plus attention et je suis très contente de ça. Je suis très contente de ça. Tu les invites à prendre la parole, elles, c'est ça? Ouais, Très tôt? ouais. Ouais, je les ai invitées à prendre la parole. Et puis, tu sais, j'avais pour habitude de regarder les pubs avec elles. Parce que je trouve que les pubs sont vraiment révélatrices d'une société. Et au début, elles me disaient, ouais, c'est bon, machin, enfin, 15 ans, voilà. Et maintenant, en fait, d'abord, elles ne regardent plus les pubs. Et elles y sont sensibles, ouais. Sensibles à tout ce qu'on dit dessus, dans ces pubs. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? C'est quoi ton ambition, ton rêve, ton souhait pour le futur? Mon ambition, mon souhait, c'est
d'être sereine, comme je l'ai expliqué, ne plus prendre autant à cœur tout ce qui se passe. En même temps, quand même toujours faire les choses, enfin, faire mon travail avec le cœur, toujours. L'avenir avec des rencontres, avec des expériences, avec des prises de conscience, et en même temps plein de travail et plein de moyens d'aider les personnes avec ce que je suis.